nous avons un vrai problème psychologique avec le pouvoir de Sassou, c'est que ce pouvoir déteste. On n'a jamais vu dans l'histoire politique au monde un pouvoir qui déteste autant sa population. Un pouvoir qui a l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque. Un pouvoir, vous l'avez dit, plus de 150 000 milliards de francs CFA. Même si les gens volent 50 000 milliards, il resterait 100 000 100 000 milliards pour milliards s'occuper des et Congolais. on pouvait faire évidemment du Congo un petit Qatar. C'est ça la Il n'y a vérité. pas de, Les il y a Congolais ne pas sont que 36 6 000 millions. analyses, c'est la haine. La haine. La misère que les Congolais vivent. Au CRC, on ne plaisante pas avec ça. Donc, Pascal Satimadiala, au sein de l'UPADES, a créé une entreprise en complicité avec la famille biologique du père fondateur et il pense qu'on va les laisser faire pour manipuler les partis et manipuler les Congolais. Il va de l'avenir de notre pays et donc de la vie de nos populations. Et là, il n'y aura pas de compromission, il n'y aura pas de simplicité, il n'y aura pas d'entente. Il Mais a est-ce qu'on créé peut son parler business, d'une dissidence finalement? mais la première dissidence, c'est la dissidence créée par Pascal Satimadiala, premier secrétaire sortant, qui refuse d'organiser le congrès, qui se maintient à la tête du parti, en dehors de tout texte légal, et qui fait n'importe quoi, et qui veut même faire épouser au parti la responsabilité de la destruction du Congo par le PCT, qui lui a donné le droit. Le premier dissident au statut du parti, le premier dissident à la réglementation du parti s'appelle Pascal Satimadiala, pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut dire que c'est en complicité avec le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphir-Mboulou? C'est en Il complicité laisse avec le ministre de l'Intérieur, mais c'est aussi en complicité avec le procureur de la République. Il faut savoir que dès lors qu'il y a des actes de délinquance qui sont posés dans la société et que le procureur est au courant, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Il est informé de ce qui se passe par les services de gendarmerie et de police. C'est comme ça que fonctionne le parquet. Et donc, le procureur peut s'autosaisir. Bonjour Didier Moinivolo et comment allez-vous? Bonjour, cher Christian Perrin. Ça va malgré l'actualité du Congo et du monde, on va dire ça comme ça. Mais sinon, le côté santé, ça va. Mais toujours Ok, inquiet par la on situation va de donc se notre pays. pencher sur l'actualité congolaise. En tout cas, merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Et comment se porte votre organisation? Notre organisation se porte bien. Le plan méthodologique, sur le plan du travail, l'organisation se porte bien. La réflexion avance bien sur tous les sujets. Et d'ailleurs, les Congolais peuvent apprécier la qualité de travail à travers les émissions sur R7. Nous vous remercions beaucoup des invitations que vous nous lancez et on répond toujours présent parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une soif de connaissances et nous voyons que le CRC apporte beaucoup à la réflexion, mais aussi à la pratique au Congo, puisque tous les sujets développés par le CRC, aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont repris sur le plan national. On a vu le CRC en avant-garde sur la loi de finances, sur où va l'argent du Congo. Ce sont là des slogans développés par le CRC sur votre chaîne. Et aujourd'hui, on voit maintenant les députés de l'UPADS, à l'instar de l'EINA, qui fait l'effort, malgré les gymnastiques, de poser des questions à Colline Makosso sur les raisons de la pauvreté congolaise. On voit Jérémy Lissouba qui essaye aujourd'hui maintenant de poser des questions. Mais vous savez, j'ai tendance à dire que le CRC a gagné une première bataille. C'est la bataille des idées. C'est la bataille de la pensée politique. C'est la bataille de la pratique politique au Congo, en Afrique et dans le monde. Cette bataille, nous l'avons gagnée. Plus personne ne peut mettre en doute le raisonnement, les analyses du CRC à tous les niveaux, militaire, social, scolaire, académique, recherche, banque, santé, gestion de la manne pétrolière et des autres richesses. Sur ces points-là, en tout cas, sur le plan idéologique, la bataille a été remportée par Comme quoi, le CRC. vous avez tout un cabinet finalement qui travaille sur ces sujets. C'est un gouvernement finalement.
Ben, nous l'avons toujours dit, ça peut partir aujourd'hui. Le CRC est prêt à prendre les choses en main, plus que tous les autres partis au Congo, le PCT compris, l'UPADES comprise. Au niveau du CRC, nous avons acquis aujourd'hui, par le travail, une technicité, des compétences qui font que demain, nous sommes prêts à diriger le Congo et à apporter aux Congolais le bien-être. Et si un seul a un doute, moi je dirais deux choses. Un, regardez la production du CRC, la production intellectuelle du CRC sur R7, et de deux, ben, qu'ils acceptent des débats sur votre chaîne et puis les Congolais pourront s'en rendre compte eux-mêmes. Et d'ailleurs, il y a une idée, bon, moi j'appelle ça encore une idée, hein, mais ce sont là parmi vos objectifs, c'est d'arriver à une révolution du fleuve, une révolution pour mieux dire les choses. Et il y a encore j'allais dire quelques mois, hein, 6, 8 mois, pourquoi pas, un an de cela, on ne parlait pas assez de la révolution au Congo-Brazzaville, mais depuis que vous avez évidemment commencé à en parler, finalement, aujourd'hui, c'est une idée qui semble faire l'unanimité. Vous êtes toujours également sur cette option ou bien vous semblez revoir les Mais choses nous autrement n'avons puisqu'on pas, parle désormais de dialogue et puis de l'élection 2026? nous n'avons pas varié d'un iota. Lorsque je disais que nous avons gagné la bataille idéologique, la bataille des idées, lorsque nous avons parlé de la révolution du fleuve, eh bien, le qualificatif même de révolution du fleuve, ça ne vient pas du hasard, parce que le fleuve, une fois de plus, comme le dit le CRC, symbolise la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est l'élément central dans notre corps. On peut perdre un pied, une main, un œil, une oreille, on peut continuer à vivre correctement, même si, bon, ça va être un handicap. Mais si on perd sa colonne vertébrale, on perd déjà sa verticalité. Et la verticalité, c'est ce que fait l'humain. L'être humain se distingue des autres animaux, mais c'est parce que l'être humain a pu créer dans son existence la verticalité, de sorte que, en étant droit sur ses pieds, il voit plus loin, il peut élaborer les projets, mais surtout, il libère ses mains de la fonction de locomotion pour être des mains productrices et donc qui développent aussi la pensée. Même si les grands primates peuvent de temps en temps adopter la verticalité, mais ça reste le propre de l'homme. Et donc, le fleuve Congo symbolise cette colonne vertébrale du nord au sud du Congo pour dépasser ce clivage, le clivage que les anciens nous ont légué, mais qu'au CRC nous rejetons totalement. Il n'y a pas de clivage entre le nord et le sud. Quand vous regardez les interventions du CRC, nous avons toujours condamné cette idée qui laisse croire que les populations du nord profitent du pouvoir. Et moi-même, porte-parole du CRC, à travers votre chaîne, j'ai souvent rappelé aux Congolais, attention, il est certainement possible que les populations du nord souffrent plus que les populations du sud. Nous l'avons toujours dit et on en est conscient au CRC. Si Alors, ben, demain, pendant que vous le dites, pardon, Didier Moini-Volo, je vais proposer donc un extrait d'une vidéo, l'intervention d'une dame qui parlait, bon, enfin, elle a dit qu'elle est de la partie septentrionale, mais elle semble dire que là-bas, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le pense. Suivez. Il est temps que les gens comprennent que nous, au Nord, nous ne profitons pas de ce pouvoir. Beaucoup de gens pensent, surtout beaucoup nos frères du Sud, pensent que tous les nordistes jouissent du pouvoir parce que le monsieur qui est sur le trône est un nordiste. Alors que ce n'est pas le cas. Nous souffrons. Je peux dire même que nous, les nordistes, nous souffrons plus que les sudistes même de ce régime. C'est parce que beaucoup de nordistes vivent dans la peur. Ils ne s'expriment pas. Mais sinon, la vie des nordistes est très catastrophique. Quand tu vas dans les quartiers nord, mais la misère qui y règne, mais dans les quartiers sud, cette misère-là n'existe pas. La vie est d'abord très chère dans les quartiers nordistes, parce qu'on pense que les nordistes ont beaucoup d'argent, alors que ce n'est pas le cas. Kende kaka Zando, il y a Total. Tu fais la différence des prix entre le marché Total et le marché de Wendy. Tu vas remarquer la grande différence qu'il y a. Aujourd'hui, tu vas aller au marché de Total, tu vas faire un marché de 10 000, mais tu peux manger pendant 4 jours ou 5 jours. Mais quand tu as Zando à Wendy, Zando à 10 000 et Zando à journée moko,
Ok? C'est pour vous montrer combien la population nord souffre. Regarde les érosions, les catastrophes naturelles qui existent dans les quartiers nord. Spécialement Ngamakoso, Makabandilou, tout ça là. Ce sont des quartiers où habitent plusieurs nordistes et la plupart des chefs. Mais il faut voir ces quartiers-là, comment les populations sont dans la misère. Ils n'ont pas d'eau. Un quartier comme Ngamakoso, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Sans compter les érosions. Les nordistes souffrent. C'est parce que les nordistes n'ont pas le courage de parler, de lever leur voix. Et moi, j'ai envie de lever cette voix-là, que eux, ils ne veulent pas lever. Parce que nos frères du Sud pensent que nous, on est contents, hein, on vit bien. Alors que ce n'est pas le cas, nous souffrons, mais nous ne parlons pas. On souffre plus que eux. Depuis que vous êtes ici, là, vous avez déjà entendu quel quartier du Sud et Salibe Erosion et Bonzani Babongi cité. Hein? Quand il y a un petit problème au Sud, on arrange très vite. Mais Kenya n'a pas quartier Nord. Tu vas voir comment les quartiers Nord sont abandonnés à eux-mêmes. C'est la catastrophe dans les quartiers Nord. Donc, j'ai envie d'enlever cette mentalité des gens qui pensent que les nordistes vivent bien parce que le président qui est là, il est nordiste. Il faut qu'on enlève ça. Les nordistes souffrent. Nous souffrons amèrement. Notre vie est amère. Très amère même. Combien d'enfants nordistes ont des diplômes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, qui sont en train de faire ça? Hein? Dans les écoles à des Marien Ngouabi, là où il y a des grèves là, c'est rempli des enfants nordistes. Il n'y a pas que des enfants sudistes là-bas. Nous sommes dans le même panier, nous tous. La même douleur que vous avez, nous le ressentons parfois 4 fois plus que vous. Mais nous ne parlons pas. Parce que la population du Nord est animée d'une peur inexplicable. C'est pour cela que nous devons en parler. Nous devons dénoncer cela. Pour que les gens arrêtent de penser qu'on est des privilégiés. Nous ne sommes pas des privilégiés. Nous sommes des sacrifiés. Je vous dis, nous les nordistes, on est des sacrifiés. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Nous, on est des sacrifiés. Donc, quand je parle là, ne venez pas me dire, non, ne parle pas de ceci, ne parle pas. Je parle parce que trop, c'est trop. On a trop gardé ça dans le cœur. On n'arrive plus. On va mourir de tension. D'abord, la misère. La misère nous persécute. Alors, Didier Monivolo, au nord, les gens vivraient beaucoup plus la crise congolaise que dans d'autres parties du pays. Et elle demande là, évidemment, en sorte un SOS, il faut le dire comme ça. Quel Mais, commentaire en mais, mais faites-vous? vous savez, je félicite le courage de cette sœur, de cette cousine, de cette Congolaise, et je l'applaudis, et au CRC, nous l'applaudissons. Mais ce qu'elle dit résume le défi, j'ai envie de dire. Ce que cette dame dit résume le défi auquel nous, les Congolais, nous devons faire face demain. C'est-à-dire, nul n'est besoin de cliver les populations congolaises en nord et en sud, parce que au nord, dans mes interventions, je souffre de voir les conditions de vie des populations le long de l'Ubangi. Je souffre de voir les conditions de vie de Mosaka. Mosaka est à combien d'encablures de Brazzaville? Si vous mettez une voie ferrée ou une route goudronnée entre Mosaka et Brazzaville, tous les matins, on peut aller travailler à Mosaka et rentrer à Brazzaville. Mosaka n'est pas aussi loin que ça, qu'on se l'imagine quand on voit les moyens de déplacement actuels. Mais et pourtant, c'est triste de voir nos parents à Mosaka rester 4 mois, 5 mois, les pieds dans l'eau. L'hôpital est des pieds dans l'eau. Le long de l'Ubangi, n'en parlons plus. Oui. Et la Mais preuve cette d'ailleurs, dame pendant que vous résume. le dites, la plupart des députés ou des élus locaux de cette partie du Congo vivent à Brazzaville. Ils ne vivent pas sur place. Et cette dame résume un sujet très important. Comment dans la même ville, Brazzaville, elle dit elle-même, avec 10 000 francs, on peut faire le marché de 4 jours à Bakongo, au marché de Bakongo, et d'un seul jour ou 2 jours au marché de Wenze. Ça suppose que à quelques dizaines de kilomètres, les prix sont plus élevés à Wenze, Talangaï, parce que c'est au nord, semble-t-il, qu'ils ont l'argent, et moins élevés au marché total. Et ça, c'est inacceptable. Et en plus, comme elle le dit elle-même,
quand elle cite des quartiers nord de Brazzaville comme Ngabanzoko et autres, où il y a des érosions, où quand il pleut, les gens sont sur le qui-vive, il n'y a même pas l'eau et l'électricité. Comment l'État, comment le pouvoir laisse créer des quartiers sans les viabiliser? C'est-à-dire, quand on dit un quartier viabilisé, ça veut dire que l'État prend en charge le fait d'installer l'eau potable et l'électricité. Et donc, nous, au CRC, on en est conscient. On en est conscient. On est conscient qu'au nord, c'est une infime quantité de personnes, c'est-à-dire la famille de Sassou Nguesso. Si on peut les retrouver sur votre chaîne, je l'avais déjà pointé, même à Evo et à Oyo, vous avez des gens qui souffrent. Ceux qui vivent bien à Oyo, c'est la famille de Denis Sassou Nguesso. Si vous allez à Oyo, il y a le quartier résidentiel présidentiel, mais le reste de Oyo, c'est la misère. Oui, Donc, mais nous qu'est-ce ne qui peut sommes pas expliquer que dupes. finalement, nos compatriotes de cette partie ne s'expriment pas assez? C'est la peur? Mais elle a tout résumé, cher Perrin. Elle a tout résumé. C'est la manipulation, c'est la peur, et la peur de dire, mais nous sommes au pouvoir. En fait, Sassou a créé une psychose dans la tête de ceux qu'on appelle les populations du Nord, en leur faisant croire que si on perd le pouvoir, on va vous assassiner. Et ça, il faut que nos parents, nos populations au nord du Congo puissent enlever cela de leur tête. Personne n'a comme projet d'assassiner qui que ce soit si Sassou quitte le pouvoir. Sassou quittera le pouvoir, qu'on le veuille ou pas. C'est un Donc, en sorte, mortel. vous êtes en train de dire, Denis Sassou Nguesso instrumentalise la question du tribalisme, parce qu'évidemment, ce que vous venez de dire tout à l'heure, il a déclaré devant l'hôpital de, c'était à Talangaï, où il disait, bah, apportez-moi vos Confiez-moi enfants, vos on va enfants. continuer à se battre, parce que le jour où moi, voilà, je décède à 11 heures, au plus tard, 11h30, vous 14 heures, il serez, n'y a plus de Mboshi au il y Congo. aura. Ce procès de l'assassinat de Denis Sassou Nguesso par ses propres camarades, par ses propres parents. Parce que dans ce procès, on a eu qui? Dabira, on a eu qui? Nyangambwala, on a eu qui? Jean-Dominique Okemba. Ils ont tous déposé. Et c'est quoi le serment? Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir d'Mboshi. Donc, ce n'est pas l'avenir de Sassou. Ça suppose que même entre eux, Moshi, ils peuvent se débarrasser de Sassou Nguesso. Je crois que c'est le président Clément Mirassa qui a fait toute une analyse pour démontrer que Denis Christel Sassou Nguesso a fait appel à l'Angola pour se débarrasser de son père. Pourquoi il n'a pas fait appel aux généraux de son père, en fait, de l'armée de son père, j'allais dire. Mais ça, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qui montre que Sassou n'est pas le sujet des Mboshi. Les Mboshi, leur existence ne dépend pas de Sassou Nguesso. Les Mboshi ont une existence historique. Ils ont toujours Donc, existé, oui, et ils ont ils toujours existeront, existé. ils Sassou n'est continueront pas à le exister premier même après Mboshi. Sassou Nguesso. Sassou n'est pas le premier Mboshi, il ne sera pas le dernier. Pascal Lissouba n'est pas le premier Nzabi, il ne saurait être le dernier. Youlou, Bassambadeba ne sont pas les premiers Congo et ils ne sauraient être les derniers. Il faut qu'on sorte de ce fantasme qui consiste à croire si Sassou n'est plus au pouvoir, les Mboshi ne sont plus rien. C'est faux. Ça, c'est totalement illusoire. Et donc, moi, j'en appelle à la population congolaise dans son ensemble que le projet du CRC, c'est de construire, de bâtir avec tout le monde, les hommes et les femmes du Congo, le nouveau contrat social. En fait, le problème qu'il y a chez nous, c'est l'absence d'un vrai contrat social qui ferait que l'argent public est utilisé pour le bien de tout le monde. Dès lors que tout le monde a sa place dans un pays et que nous sommes d'accord sur les règles d'accession au pouvoir, c'est-à-dire la démocratie, l'élection présidentielle, les élections législatives, et qu'il y a une limitation à 2 mandats. Parce que le problème du Congo et avec Sassou, c'est le pouvoir absolu d'une seule personne. Mais dès lors que vous avez comme ça des institutions qui s'équilibrent entre elles, présidence de la République, gouvernement, assemblée, Sénat, Cour constitutionnelle, Cour des comptes, Cour suprême, les institutions se régulent. Personne n'a le pouvoir absolu. On n'aura plus peur que si telle tribu ou telle ethnie est au pouvoir, cela va menacer telle autre tribu ou telle ethnie. Au CRC, on travaille aussi sur le système éducatif. Comment faire du Mboshi, du Bembe, du Hangala, du Bomitaba, du Teke, du Congo, du Kuni, du Vili, à la naissance ethnique, lorsqu'ils arrivent au lycée, l'école primaire, le collège et le lycée auront fait ce travail de construction d'identité, de sorte que cet élève dira
je suis d'abord Congolais avant d'être Bembe, avant d'être Mboshi. Et tout ça, c'est un travail sociologique, pédagogique que nous sommes en train de mener au sein du CRC. Et d'ailleurs, au sein du CRC, je peux vous assurer, il y a les gens de tous les pays qui viennent de partout et même certains de tous les partis politiques. Donc, on ne demande pas si vous êtes Mboshi, Congo, Bembe, non. Vous êtes d'abord Congolais. Le CRC travaille à la construction d'une identité nationale. Après, on ne nie pas l'existence des ethnies et des tribus. Mais quel espace culturel on va réserver aux ethnies et aux tribus et quel est l'espace national qui appartiendra à tout le monde? C'est-à-dire un enfant qui est au lycée à Ouesso, il peut avoir comme projet de devenir un ingénieur en pétrole et demain aller travailler à Pointe-Noire. Il n'est pas obligé d'être de la famille de Sassou pour être dans l'industrie pétrolière. Tout Congolais doit vivre ses rêves. Voilà le projet sur lequel nous travaillons et nous demandons aux compatriotes de toutes les régions ou de tous les départements de nous rejoindre dans ce dépassement de soi, dépassement de tribus, de familles, de cultures, pour que nous soyons dans l'espace national et qu'on ne puisse plus entendre c'est ce que dit notre sœur qui est une alerte qu'elle S'inquiète lance. Et d'ailleurs, moi, je oui, pense que tous les qui s'inquiète Congolais, aussi de l'avenir, c'est ce qu'il faut elle est dire. très inquiète et il faut écouter cette inquiétude et dire, mais mon Dieu, comment dépasser cela? Au Congo, nous avons des intellectuels, mais nous avons des philosophes, nous avons des pédagogues, nous avons des économistes. Et tous les Congolais, même ceux qui n'ont pas été à l'école, ont une idée de ce que peut être le Congo demain. Et donc, le CRC y travaille. Le CRC fera participer tout le monde dans cette réflexion pour construire le Congo de demain. Un pays est une construction. Donc, c'est ça notre combat aujourd'hui. Voilà, évidemment, cette alerte a interpellé tout le monde, mais c'est aussi le cas de dire, évidemment, il y en a bien sûr des compatriotes qui pensent que Denis Sassou Nguesso a pris donc la partie septentrionale en otage et aussi il faut rappeler que par rapport à ces crimes contre l'humanité, cette partie ne voudrait pas être comptable des crimes de Denis Sassou Nguesso pour que demain, eux payent à la place de Denis Sassou Nguesso. Et c'est ce, Monsieur Ferrand, si je peux me permettre, je vous en prie. mais nos parents du Nord sont aussi victimes et sont peut-être les premières victimes. Lorsqu'il y a eu les explosions en Pila, qui est mort? Lorsqu'il y a les inondations à Liranga, à Betou, à Mosaka, qui meurt? Le pouvoir a par exemple donné des terrains à Kélé à des entreprises chinoises qui exploitent de façon sauvage l'or et qui polluent nos rivières. Mais qui est victime? C'est pas un Congo, c'est pas un Bembe, c'est pas un Vili, c'est pas un Kuni. C'est bien les gens de Kélé qui en sont les victimes. Moi, je me souviens de ces vidéos qui existent sur Facebook, j'en ai beaucoup partagé, de cette mère qui explique tantôt en lingala, tantôt dans sa langue, que ces rivières où ces femmes, nos mamans, partaient récupérer de l'eau à boire parce qu'il n'y a pas d'eau potable, tout est pollué par le mercure, par l'arsenic, et du coup, les gens n'ont plus d'eau, n'ont plus de rivière pour boire l'eau. Mais tout ça demain, peu importe la personne, l'homme ou la femme qui viendra au pouvoir, il faut répondre à ces inquiétudes-là. Au nord, on a interdit à nos parents qui faisaient de l'orpaillage, alors qu'ils qualifient de sauvage, moi j'appelle ça de l'orpaillage traditionnel, parce que l'or leur appartient, ça n'appartient pas à l'État congolais, ça n'appartient pas aux entreprises chinoises. Maintenant, on leur a interdit tout ça, il n'y a que les Chinois qui peuvent. Mais nos parents vivent de quoi? Donc, il faut qu'on prenne conscience que peut-être que les premières victimes du pouvoir de Sassou, ce sont d'abord les Moshi et les gens du Nord qui en souffrent. Et que libérer le Congo de la dictature de Sassou, c'est d'abord libérer la pensée de l'homme du Nord qui n'est plus libre de penser comme il veut. Il ne peut plus donner son opinion sur le pays, sur comment se passent les choses. Et dès qu'il donne, eh ben, il a peur. Et c'est cette jeune dame, j'apprécie sa lucidité dans la façon dont elle explique les choses.
Alors, tout à l'heure, nous allons revenir pour continuer sur, évidemment, la crise socio-économique et politique qui sévit au Congo-Brazzaville. Plus rien ne va, tous les voyants sont au rouge. C'est des alarmes tous les jours. Lorsque vous appelez au Congo-Brazzaville, on vous dit, là, il ne nous reste que, ben voilà, il faut prier le bon Dieu, sinon plus rien ne marche. Mais parlons d'abord de la crise, la grave crise au sein de l'Union panafricaine pour la démocratie social UPADS du professeur Pascal Lissouba. Et comme vous le savez, réélu premier secrétaire de l'UPADS en 2013 pour son second et dernier mandat. Voilà, Pascal Tsatsima Biala a donc vu son dernier mandat expirer en réalité en juin 2017. Depuis là, il n'a plus jamais organisé de congrès pour ce parti, renouveler tout de même les instances du parti. Plus grave encore, c'est qu'on apprend qu'il a falsifié les statuts, un faux usage de faux qu'il fonctionne avec. Et j'allais me permettre un terme, mais bon, je me retiens là-dessus. Mais dernièrement, il s'est prêté au micro de Arsène Séverin dans l'émission Poker, dont je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. En fait, c'est un jingle d'annonce de cette émission. Partager la préoccupation du chef de l'État aujourd'hui sur la question de la jeunesse. Même le quart de ce qui avait été annoncé n'a pas été fait. Donc il y a des jeunes qui viennent à Brazzaville ici, aujourd'hui sont repartis auprès de parents et dans l'incertitude de savoir s'il y aura reprise ou pas à l'université. On est presque à la porte d'une année blanche à l'université. Il faut un miracle pour que les cours reprennent. Est-ce que vous comprenez ça, les plaintes du président de la République à chaque occasion? C'est un aveu d'impuissance, de faiblesse. Et personne ne sait où sont partis les 6 milliards. Mais c'est très grave. Mais pourquoi vous-même, vous ne demandez pas à le rencontrer pour lui parler? Vous êtes quand même le chef de l'opposition congolaise. Il est chef du gouvernement, Premier ministre. Le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, nous avait promis la restauration de l'autorité de l'État. Il nous offre quoi? Une discipline la plus caractérisée dans la fonction publique. Vous mettez en cause son pouvoir de chef du gouvernement? Je ne mets pas en cause, mais je dis, il est chef du gouvernement sur le papier. Mais en réalité, le chef du gouvernement, c'est toujours le président. Vous, non, c'est pas chef de l'opposition. Vous êtes modéré et on pense que... Oh, vous savez, ces termes de modéré, je ne sais pas que c'est modéré. Je suis responsable. On vous aime bien au niveau de la majorité présidentielle. On vous aime bien. On m'aime bien. Oui. Est-ce que, en tant que chef de l'opposition congolaise aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez seul? Un peu. Alors, donc finalement, vous parlez au nom de qui alors? Mais je lui parlais, c'est de Yuki, en tant que chef de l'opposition. Il y en a et des petits partis satellites. Il y a des petits partis. Mais quand vous enlevez ça, qu'est-ce qu'il y a des partis de l'opposition? Ils sont avec nous. Il y en a qui sont dans le gouvernement, comme l'UPALES, comme le PRL. Ça, c'est un autre débat. Vous partagez le bilan. Nous partageons le bilan, d'accord. Une partie du bilan, d'accord. Mais PCT et UPADES, c'est la même chose. Non, non, non. On vous accuse finalement de n'avoir pas organisé le congrès depuis juin 2017. Mais ceux qui accusent ça, pourquoi on n'a pas organisé le congrès? Un petit commentaire, lorsque Victor Nzamba vous amène devant la justice avec tous ceux qui sont avec lui. Le juge a dit le droit, c'est nous. Et donc, nous avons et le droit et la légitimité. Voilà, Didier Bouini-Volo, au dernier moment, on apprend qu'il s'est opposé à la diffusion intégrale de l'émission. Mais qu'à cela ne tienne, je relève une chose, très importante d'ailleurs, c'est que l'UPADES est comptable de la gestion catastrophique du Congo-Brazzaville par le PCT, alors que l'UPADES était censé être à l'opposition. Mais on apprend aujourd'hui que l'UPADES est comptable, et c'est Pascal Tatsimabiala qui le dit. Écoutez, j'ai reçu cette information sur l'émission du journaliste d'investigation Arsène Séverin par des camarades de l'UPADS. Alors, vous me présentez souvent comme le porte-parole du CRC, mais je dois rappeler Évidemment, aussi... mais c'est la question qui devait peut-être suivre, parce qu'après, les téléspectateurs vont se poser cette question, elle est légitime en plus. Comment un porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, peut-il intervenir dans des affaires internes de l'UPADS? Oui, donc je voudrais apporter cette précision que je suis porte-parole du CRC, mais je suis aussi le premier secrétaire de la section Paris-Île-de-France de l'UPADS. Je suis membre de l'UPADS depuis 1992. Nous avons mené les dures batailles démocratiques pour l'élection
de notre président fondateur, le professeur Pascal Lissouba, et nous avons été, en tout cas moi j'ai été de tous les combats pour gagner la majorité parlementaire en 92, les sénatoriales, les municipales et autres. Donc je ne suis pas un militant de l'UPADS version premier secrétaire d'aujourd'hui. Je suis à l'UPADS dès sa prime fondation par les pères fondateurs de l'époque, en tout cas. Et donc, j'ai été élu premier secrétaire de la section Paris-Île-de-France après le congrès de 2013. Et c'est à ce titre aussi, je suis légitime à m'exprimer sur les affaires du parti. Je rappelais tout à l'heure que le CRC n'est pas un parti politique, hein, il faut le rappeler. Le CRC est un mouvement de tous les Congolais et même des panafricanistes qui, à un moment, s'interroge sur pourquoi l'Afrique reste pauvre et pourquoi cette situation au Congo. Pour sortir notre pays de cette situation, les filles et les fils du Congo se réunissent autour du CRC pour réfléchir. Vous avez des gens qui viennent de la société civile, des gens qui viennent de tous les partis politiques, on n'exclut personne, si tant est que la personne dit, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut repenser les choses pour que notre pays aille le mieux possible? Voilà l'objet même du CRC. Alors, souvent, pour qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et donc, souvent, les partis politiques qui détestent le CRC essaient de lui attribuer le qualificatif de parti politique. Non, nous ne sommes pas un parti politique au niveau du CRC. Mais par Oui, contre, ils le disent aussi CRC est que composé. vous êtes des radicaux, voilà. Alors, moi, je demande à ceux qui le disent d'aller étudier ce qu'on appelle le parti radical. Nous ne sommes pas des radicaux, nous sommes dans la pensée. Et nous sommes dans la pensée libre. Et donc, pour revenir à ce sujet de avec monsieur Arsène Séverin, lorsque j'ai appris cela, je vous assure, monsieur Perrin, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était une blague. Et quand j'ai vu le débat au sein de mon parti, je me suis dit, mais on est dans quel monde? Donnez-moi l'exemple d'un pays où vous n'avez aucun contrat de cogestion, où vous n'avez aucun contrat partenarial, mais à la fin, on vous dit, on est co-responsable dans ce qui s'est passé en bien ou en mal. Hein. Là, au Congo, c'est la catastrophe, mais ça pouvait être aussi en bien. Au nom de quoi, si le PCT et Sassou avaient très bien géré le pays et avaient fait du Congo pays émergent en 2025, au nom de quoi l'UPADES pourrait s'attribuer ses succès? Il n'y a aucune raison, sauf si vous avez un accord de gouvernance. Or, sans accord de gouvernement, sans partenariat, euh, qu'est-ce qui donne au premier secrétaire de l'UPADS, le premier secrétaire sortant de l'UPADS, l'autorité de dire je partage avec le PCT le bon ou le mauvais résultat? En réalité, qu'est-ce qui lui donne cette autorité? Je dois rappeler, M. Perrin, les fonctions de M. Denis Sassou Nguesso en tant que président de la République ne lui donnent pas l'autorisation de faire du Congo ce qu'il veut. Attention, soyons sérieux là. Sassou, président du Congo, n'a pas l'autorité suprême suffisante pour faire du Congo ce qu'il veut. Et Pascal Tsatimabia, premier secrétaire sortant de l'UPADES, est dans le même cas. Autant, aussi premier secrétaire qu'il soit, il n'a aucune autorité supérieure lui permettant de faire de l'UPADES son petit jouet et ce qu'il veut. Attention, on doit le destituer. C'est tout à fait normal. Donc, si je prends son raisonnement, ça suppose que l'UPADES est comptable de la disparition de 14 000 milliards de francs CFA. L'UPADES est comptable de la destruction du pôle. L'UPADES est comptable des disparus du beach. L'affaire des disparus du beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. L'UPADES est comptable des poubelles qui traînent partout, des Congolais qui meurent par maladie. L'UPADES est comptable de
de la pollution. Et ça, on n'en parle pas assez, M. Perrin. Le sol du Puylou est pollué par le pétrole. Les sociétés pétrolières sont en train de polluer notre sol. Et regardez sur Internet, les vidéos existent. L'UPADES est comptable de nos enfants qui sont morts au stade d'Ornano. Donc, avec la complicité de l'UPADS, le ministère de la Défense, l'état-major et la présidence ont invité les jeunes à venir à minuit pour mourir au stade d'Ornano. Et l'UPADS est comptable et responsable des explosions de Mpila. Donc, vous L'UPADES imaginez. aussi serait donc comptable de la dilapidation de 150 000 milliards de francs CFA. C'est juste une parenthèse pendant que vous allez continuer. C'est que ce qu'on n'a jamais assez dit, c'est que sous Sassou Nguesso, depuis son retour, prenons seulement l'intervalle 2021-2022, Sassou Nguesso a perçu plus de 150 000 milliards. Je dis bien et je répète, 150 000 milliards des revenus pétroliers. De quoi faire le Congo ou du Congo un petit Qatar. Ça, tout le monde le sait. C'était juste une parenthèse pour dire, bien évidemment, lorsque Pascal Sassimabiala dit que l'UPADS est comptable, ça veut dire, bon, enfin, si Pascal Lissouba était encore vivant, on aurait dit que lui aussi il est comptable de la gestion chaotique, puisqu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à payer les salaires, on réclame 120 mois d'arriérés de salaire, plus de 40 mois de pension non payés, en fait, d'arriérés de pension. Et donc, Pascal Lissouba serait aussi comptable. Monsieur Perrin, vous faites bien de rappeler les chiffres et au CRC, on a souvent dit que quand les gens disent, mais oui, mais si ça se part, où est-ce que vous trouvez l'argent? Mais nous, on rassure les Congolais. Le Congo produit une manne d'argent qui ferait que, même si ça se part, on va avancer. Mais en parlant de cette responsabilité, vous savez ce qui est quand même dangereux dans les propos tenus par M. Pascal Sassimabiala. Le plus dangereux, c'est quoi, M. Perrin? Pascal Sassimabiala tient ses propos quelques semaines après la prise de parole de Denis Sassou Nguesso lui-même au Parlement, réuni en Congrès, où il fait son discours sur l'état de la nation et discours dans lequel, écoutez-moi bien, M. Denis Sassou Nguesso lui-même donne les chiffres des détournements d'argent par son système. Il dit quoi? Nous avons découvert, je le cite, que pour payer les étudiants, on n'a besoin que de 3 milliards, alors qu'on demandait 9 milliards. Cette phrase est de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire que le président de la République vient devant la nation entière et face à la communauté internationale démontrer que son pouvoir est un pouvoir des voleurs. Ce n'est même plus le CRC, ce n'est plus quelqu'un, et c'est lui-même qui démontre. Et d'ailleurs, Alors, il poursuit, il faut le dire, il poursuit pour dire que ces pratiques sont courantes même dans les régies financières. mais j'arrive, M. Perrin. Il dit même que dans d'autres départements aussi, on a vérifié, on a trouvé qu'à chaque fois, on demandait plus que ce dont on avait besoin. Alors, M. Perrin, voilà comment le CRC raisonne. Et les Congolais doivent le comprendre. Sur le plan purement méthodologique, on n'a pas besoin d'être diplômé d'Harvard ou de grandes écoles. Si vous n'avez besoin que de 3 milliards pour payer les bourses et que vous en demandez 9, on vous a donné 9. Alors, pourquoi les bourses ne sont pas payées? Vous voyez la cupidité du pouvoir de Sassou? Vous voyez la dangerosité du pouvoir de Sassou? Ils ont besoin de 3 milliards pour payer les bourses. Mais ils décaissent 9 milliards. Mais malgré tout, ils ne payent pas les bourses. Donc, c'est les Kunzu qui avaient eu la bonne expression. Les Congolais manquent d'histoire. C'est pour cela que nous, au CRC, on fait l'effort de leur donner. Pendant qu'on entre dans la transition, les Kunzu fait une blague avec les journalistes. Reprenez les bandes de Télé Congo. On lui dit, mais le pétrole, donc il n'y a plus de lait. Les Kunzu disent non. Nous n'avons pas fait que boire le lait. Là, le lait, il dit, on a bu le lait et on a mangé la vache. Et on a Vous vendu vous la rappelez vache. de cette expression? Tout à fait, oui, oui. On a bu le lait et on a mangé la vache. Donc, vous n'aurez rien dans les comptes publics. En fait, Sassou vient lui-même, in fine,
nous faire la démonstration que son pouvoir n'est pas de la dictature, c'est le gangstérisme. Si vous voulez qualifier le pouvoir de Sassou, ce n'est pas ce qu'on appelle la dictature, c'est le gangstérisme. Oui, C'est-à-dire mais je qu'ils ont voulais, besoin de pardon. 3 milliards pour payer Oui. les bourses, ils prennent 9 milliards, mais ils peuvent payer 3 milliards des bourses, ils peuvent payer les bourses et garder 6 milliards, ce qui est énorme. Oui, mais Mais malgré tout, pendant que vous rappelez ça, Didier, on peut faire des petits calculs comme par hasard. C'est curieux quand même, hein, ce rapprochement. Il parle de 3 milliards pour payer les bourses, alors que ceux qui payaient les bourses demandaient 9 milliards. Donc c'est 3 fois plus que bien le sûr, montant exigé ou nécessaire pour payer les bourses. Lorsque vous vous rapportez sur l'histoire de l'hôpital général de Dolisie, vous avez suivi l'actualité, je crois, bien sûr, et là-bas, on bien sûr. découvrait finalement qu'on affectait une ligne budgétaire qui était 3 fois plus, Oui, non, 4 fois plus que l'argent nécessaire pour payer les salaires. D'accord? Et celui qui avait révélé ça disait, ben, moi, je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait des lignes budgétaires fictives, et on me disait, ben, fais comme d'habitude. Alors, tout à l'heure, vous disiez que finalement, c'est dans toute l'administration congolaise que ça fonctionne comme ça. Et pendant longtemps, disons mieux, depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu, on a affecté, c'est-à-dire ils ont installé un système où on a affecté 4 fois beaucoup plus d'argent dans ces administrations que ce qui était attendu. Et quelqu'un me disait sur ce même plateau, c'est comme ça que fonctionne le régime, le système Sassou, c'est la corruption. bien sûr. Et là, on Alors, a grillé, on a brûlé beaucoup d'argent du Congo, finalement. Beaucoup. mais je vais vous dire une chose. Vous voyez déjà, c'est là où quand même, c'est incroyable pour ce pouvoir. Et comme quoi la bêtise revient toujours. Donc, aussi bêtement, Sassou lui-même vient dévoiler dans un discours à la nation qu'il y a un système qui fait que on va prendre 3 fois, 4 fois plus que ce qu'on a demandé. Mais Monsieur Perrin, je reviens là-dessus. Ça suppose que cet argent a été décaissé. Et au CRC, nous étions les premiers à dire aux Congolais, mais comment on explique la crise alors que nous avons un budget souvent chiffré en recettes de 2200 milliards et en dépenses de 1700 milliards, ce qui fait qu'on a toujours à peu près 500 milliards d'excédent budgétaire. Mais si on dit qu'on a ce budget-là, c'est que l'argent existe. Et d'où le slogan du CRC, où va l'argent du Congo? Puisque l'argent, ils l'ont. Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas se dire que pour réaliser nos charges, nous avons besoin de temps, on a facturé 3 fois plus, on prend que les 3 fois plus qu'on a facturé, mais les charges telles notées, on les réalise quand même. Alors, comment pouvez-vous croire que ce pouvoir peut vous emmener quelque part? Et d'ailleurs, il y a une chose que nous avons déjà traitée au CRC sur R7 dont les gens ne se souviennent pas, et je le rappelle, lorsqu'on vous dit, Monsieur Perrin, que le FMI ou la Banque mondiale, mais surtout le FMI, donne au Congo 45 millions de dollars, écoutez-moi bien, parce que peut-être qu'à l'époque, les gens n'avaient pas compris mon explication, peut-être aussi c'est de ma faute, je n'ai pas été assez pédagogue, mais je l'avais déjà dit, le Fonds monétaire international ne crée pas des usines, ne crée pas de l'emploi. Le Fonds monétaire international intervient avec des politiques structurelles parce que le Fonds monétaire international sait que c'est même la nature structurelle du pouvoir qui crée de la corruption et qui dilapide de l'argent. Donc, les 45 millions qu'on a donnés au gouvernement congolais qu'ils ont bouffés, c'était pour réformer l'administration, faire des contrôles et mettre fin à ce système de dilapidation, de sorte qu'en ce moment-là, on sera obligé de rééquilibrer nos données macroéconomiques de la manière la plus simple. C'est-à-dire, eh ben, on payera que les justes charges. Et ça se vient de dire lui-même qu'on ne paye pas les justes charges. On les paye 3 fois, 4 fois plus. Donc, ce travail, nous en sommes conscients. Quand on dit qu'on va, il faut sécuriser nos finances publiques. Souvenez-vous, on n'arrête pas au CRC de parler de ça. Et aujourd'hui, à la CEMAC, le premier discours d'ouverture de Paul Biya, il dit quoi? Attention à nos finances publiques, ça ne peut plus continuer comme ça. Ils se sont réunis là à Oui, Yaoundé. dernièrement. Et Oui, écoutez mais Paul Biya. évidemment, donc pour ne peut-être pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet que nous avons en fait inséré, hein, c'était une parenthèse, on va revenir sur Pascal Sassiba Biala. Et donc vous étiez en train de démontrer là que finalement l'argent est détourné
tour de bras au Congo-Brazzaville, à des détournements, comme qui dirait, détournements de deniers publics en série. Ça, c'est connu et c'est d'ailleurs la caractéristique de ce pouvoir, de ce système, le vol, la corruption, les crimes contre l'humanité. Et Pascal Sassimabiala dit l'UPADES est comptable. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, finalement? Mais C'est qu'est-ce qu'on lui peut qui est comprendre par... comptable avec le PCT ou le parti. Parce que là aussi, on va revenir tout à l'heure. Et aujourd'hui, il est accusé d'illégalité, d'illégitimité aussi. Quand il dit Mais qu'il tout est ça, comptable, lui, avec le PCT ou l'UPADES en tant que tel. mais tout ça est imbriqué. Il faut savoir que tout ça est imbriqué. À l'origine, Pascal Sassima Diala dirige l'UPADES depuis à peu près 2006. Il change de casquette, mais c'est lui qui est à la tête du parti. En 2013, lorsqu'il est élu, pour 4 ans, euh, tout le monde le soutient. Hein. Globalement, la grande partie des militants soutiennent, en tout cas soutient Pascal Sassima Diala. Mais tout commence à dérailler en 2016, parfois même 2015. Mes camarades se souviennent que fin 2014, début 2015, je commence déjà à alerter certains camarades en disant Pascal, le camarade Pascal Sassoumabiala ne fera pas les congrès. Ce n'est pas par orgueil, M. Perrin, je le dis. Je suis diplômé de sciences politiques, options politiques internationales. Donc, dans notre domaine, on étudie les personnalités des hommes d'État, des hommes politiques. Et donc, j'ai très vite compris qu'il ne fera pas les congrès. J'ai essayé d'expliquer à certains camarades, dans la plupart des cas, qui ne me croyaient pas, jusqu'à ce qu'on arrive en 2016, il dit pas de congrès parce qu'on n'a pas d'argent. Or, Pascal Sassoumabiala lui-même nous avait expliqué, en vendant le siège du parti, qu'il avait épargné une somme d'argent qu'il mettrait à disposition pour le futur congrès et les futures échéances électorales. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez un premier secrétaire sortant qui, de 2017 à 2021, a rejanté, a dirigé un parti politique en dehors de tout cadre judiciaire et administratif. C'est unique dans l'histoire politique au monde. On C'est-à-dire, il peut faut faire, peut-être quelques explications pour ceux qui nous suivent. en fait, les statuts de l'UPADS stipulent que le premier secrétaire du parti est élu pour un mandat de 4 ans. C'est-à-dire que dès lors que Pascal Sassima Biala a été élu en 2013, en 2017, il faut donc refaire le congrès. Or, en 2017, il ne fait pas le congrès, il continue à diriger le parti et il n'y a aucun document juridique ou administratif qui prolonge son mandat. Et mes camarades le savent, j'ai été le tout premier à demander quel est le texte juridique ou administratif qui prolonge le mandat de Pascal Lissouba. Il faut fermer les portes du siège du parti. Il ne doit plus avoir accès. Et même son ami Mboulou, ministre de l'Intérieur, qui encourage et qui protège le système Tatima Biala, demain, il aura à rendre des comptes. Parce que lorsque nous allons porter plainte à un moment donné, nous les militants du parti, quand la dictature va tomber, ça sera aussi contre M. Mboulou. Parce qu'il a manqué à ses obligations en tant que ministre de l'Intérieur, garant de la légalité et de la légitimité des partis politiques au Congo. Et donc, ça vient confirmer que Tchatima Biala n'est pas avec l'UPADS, n'est pas avec les Congolais, il est avec le pouvoir. Et ça ne fait plus de doute à personne, puisqu'il a son bras droit, Honoré Saï, qui est au gouvernement, qui aujourd'hui va faire de la propagande pour le compte de Denis Sassou Nguesso au sein d'une association qu'on appelle, je crois, Banadol, faisant passer de Sassou un brillant étudiant qui serait le prince de Dolisie. Alors moi, je ne savais pas que le père de Sassou était le roi de Dolisie et que Sassou Nguesso est prince de Dolisie. Voilà. Avec Honoré Comme Saï quoi, et leur... en politique, tout est parfois permis. Alors, Didier Mouni-Volo, tout à l'heure, vous parlez de l'illégalité de Pascal Sassima Biala et vous avez dit, normalement, son deuxième et dernier mandat se terminait en 2017. Est-ce que c'est conscient de ce que, en fait, les textes n'étaient plus en sa faveur, que c'était là son dernier mandat, qu'il s'est fabriqué d'autres statuts, parce qu'aujourd'hui, on apprend finalement que l'UPADES fonctionne avec deux statuts. Il y a un statut original, s'il faut le dire comme ça, mais un autre statut que Pascal Sassimabiala s'est fait, euh, et je crois c'est avec ce statut ou ces statuts qu'il fonctionne aujourd'hui. Non, mais bon, je veux peut-être décevoir pour la première fois les téléspectateurs de RC. L'UPADS version Satima Biala, c'est la pagaille.
Je vais vous dire pourquoi. C'est vraiment la pagaille. Un, depuis 2013, Fatima Biala n'a jamais fait une seule réunion pour valider un modèle de statut pour le parti. Donc, oui, à chaque fois que vous discutez avec les pros de Fatima Biala, ils nous ont sorti un statut que nous avons découvert comme ça. On ne sait pas d'où ça sort. Mais même le logo du parti, on ne sait pas. Aujourd'hui, le parti fonctionne avec quel logo? À l'UPADS, il y a ce débat autour du logo du parti. Il y a la façon dont on remplace ou on renouvelle les membres du Conseil national. Et il a Fatima changé Biala aussi, s'est c'est ce que arrogé nous des avons appris, prérogatives. pardon, c'est ce que nous avons Oui, appris sur ce même plateau, qu'il a changé aussi l'idéologie de la partie. il a tout changé. Et allons même loin. Il y a eu je n'ai plus la date, mais il y a eu une réunion stratégique qui devait être une réunion stratégique ne réunissant que les stratèges du parti. Qui on voit dans la salle, puisqu'ils ont publié les images? Honoré Saï, membre du gouvernement, les enfants de Fatima Biala, qui ne sont dans aucune structure du parti, et on appelle ça réunion stratégique du parti. Mais vous le voyez, mais c'est une bande, je ne sais pas comment qualifier ça. Ce n'est pas une réunion stratégique d'un parti comme Oui, mais l'UPADES. évidemment, Didier Modi-Volo, ça interroge tout de même. Est-ce qu'on n'est pas là dans un cas de figure qu'il y a un parti dans un parti, finalement? Et c'est probablement ce qui fait dire à Pascal Sassima Biala que son UPADES à lui, donc l'UPADES version Pascal Sassima Biala, puisqu'il a aussi des statuts, est comptable de la gestion ou de la gestion chaotique des affaires du Congo par le PCT. Parce que si vous nous dites que là-dedans, il y a même des enfants de Pascal Satima Biala, en fait, des gens de l'UPADES, mais je ne sais pas si c'est un courant qu'il faut considérer ça, mais puisqu'ils ont, vous avez dit tout à l'heure, ils ont leur logo, ils ont leur statut, ils ont leur idéologie, et ce n'est plus l'UPADES de Pascal, du professeur Pascal Lissouba. On est là dans le cas de figure de l'UPADES de Pascal Satima Biala, mais qui est dans l'UPADES, curieusement, du professeur Pascal Lissouba. Est-ce qu'on peut Alors, penser que c'est cet UPADES-là qui est comptable? c'est un peu ça. Mais moi, je dirais même mieux. En fait, ce que les militants et sympathisants de l'UPADES doivent comprendre, et ce que les Congolais doivent comprendre, Pascal Satima Biala a créé en fait une entreprise au sein de l'UPADES. Voilà, il n'a pas créé un autre parti. Pascal Satima Biala a créé un business. Et une fois de plus, très vite, j'ai alerté certains camarades. Déjà, je vous dis, nous sommes en 2015, que l'UPADES est devenu un business au sein de Pascal Satima Biala, où il finira par faire appel à la famille biologique de Pascal Lissouba. Et c'est ce qu'il a fait. N'ayons pas peur de dire les choses avec gravité, parce qu'il y va de l'intérêt des Congolais. Je vais vous dire, Monsieur Perrin, si je fais de la politique, c'est parce que je mets la vie des Congolais au-delà de tout, y compris même au-delà de Dieu, que les croyants m'en excusent. Je ne plaisante pas lorsqu'on parle de la vie des Congolais. La misère que les Congolais vivent, au CRC, on ne plaisante pas avec ça. Donc, Pascal Satima Biala, au sein de l'UPADES, a créé une entreprise en complicité avec la famille biologique du père fondateur, et il pense qu'on va les laisser faire pour manipuler les partis et manipuler les Congolais. Il y va de l'avenir de notre pays et donc de la vie de nos populations. Et là, il n'y aura pas de compromission, il n'y aura pas de simplicité, il n'y aura pas d'entente. Il Mais a est-ce qu'on créé peut son parler business, d'une dissidence, finalement? mais la première dissidence, c'est la dissidence créée par Pascal Satima Biala, premier secrétaire sortant, qui refuse d'organiser le congrès, qui se maintient à la tête du parti, en dehors de tout texte légal, et qui fait n'importe quoi, et qui veut même faire épouser au parti la responsabilité de la destruction du Congo par le PCT, qui lui a donné le droit. Le premier dissident au statut du parti, le premier dissident à la réglementation du parti s'appelle Pascal Satima Biala, pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut dire que c'est en complicité avec le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphir-Mboulou? C'est en Il complicité laisse... avec le ministre de l'Intérieur, mais c'est aussi en complicité avec le procureur de la République. Il faut savoir que dès lors qu'il y a des actes de délinquance qui sont posés dans la société et que le procureur est au courant, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Il est informé de ce qui se passe par les services de gendarmerie et de police. C'est comme ça que fonctionne le parquet. Et donc, le procureur peut s'autosaisir. Je vous donne la preuve, M. Perrin. Regardez combien de fois
Le procureur de Brazzaville a dit, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, j'ai donc demandé aux policiers et aux gendarmes. Cette phrase, le procureur de Brazzaville l'a souvent prononcée. Alors aujourd'hui, il y a un acte de délinquance posé par le premier secrétaire sortant de l'UPADES qui utilise des fonds publics. Attention, on appelle ça fonds usage de faux parce qu'il signe des papiers au nom d'une autorité qu'il n'a pas légalement. Au nom d'une autorité qu'il n'a pas légalement. Même plus loin, on a nommé Pascal Satima Biara chef de l'opposition par décret. Décret de Mboulou ou de Sassou, à eux de nous dire. Après les élections qui renouvellent le Parlement, il n'y a aucun décret qui renouvelle sa fonction de chef de l'opposition. Mais il continue à toucher, semble-t-il, entre 25 et 30 millions de francs CFA mensuels. Donc il est doublement illégal. Il est doublement illégal, ce n'est pas moi qui le dis. Appelez les juristes. Et quand il dit que le juge de référé lui donne raison, c'est faux. Le juge de référé statue sur une situation d'urgence. La situation d'urgence, c'était qu'on ferme le siège du parti, qu'on interdise à Pascal Tatimabiala d'utiliser les armoiries du parti. Le juge de référé s'est défilé, il a refusé de statuer. Mais il n'a jamais statué sur le fond du problème, c'est-à-dire l'illégitimité et l'illégalité de Pascal Tatimabiala à la tête du parti. Et ça, il faut que ce soit un juge du siège qui puisse se saisir de ce dossier. Et là, le parquet doit jouer son rôle parce qu'il y a un acte de délinquance et de détournement de fonds publics, puisqu'on continue à financer une personne avec des fonds publics alors qu'il n'y a plus droit. Mais même un étudiant de première année de droit gagnerait ce procès. Alors Donc, finalement, est-ce qu'on peut penser que c'est par rapport à cette situation qui devient, j'allais dire, très délicate pour Pascal Sassima Biala, qu'il s'est livré finalement à une interview où il a voulu taper carrément sur le pouvoir? Parce que même dans le jingle d'annonce, on entend déjà parler du Premier ministre qui avait dit qu'il va restaurer l'autorité de l'État, mais voilà. Et est-ce que c'est ce qui l'aurait poussé à les faire, évidemment, cette interview? Question de monnayer, évidemment, comme qui dirait, les critiques à son maintien au poste, comme les Congolais savent le faire, d'ailleurs, beaucoup d'opposants le font. Est-ce qu'on peut penser que c'est ce qui l'a poussé à aller faire cette émission pour tenter de taper sur le pouvoir, faire en sorte un petit chantage pour dire je suis encore là, je peux continuer à servir? mais c'est tout ce qui lui reste à faire parce qu'il est un peu entre le marteau et l'enclume, il est acculé de toutes parts. Donc, il veut faire pression sur le pouvoir, une manière de dire que voilà, si vous me lâchez, si vous ne me soutenez pas, eh ben, en ce moment-là, ça risque d'être difficile pour vous parce que je suis quand même à la tête d'un grand Il n'y aura parti. plus Mais quelqu'un en qui même va temps, représenter l'opposition, parce que ça aussi, on a entendu ça dans ce jingle-là. Il dit mais carrément bien sûr, l'opposition n'existe pratiquement plus. Il est seul dans l'opposition. mais il est seul dans l'opposition, c'est-à-dire à manipuler les masses pour protéger le pouvoir. En fait, il a cru jouer ce jeu pendant longtemps, mais il s'est très vite fourvoyé, il s'est très vite trouvé acculé, puisqu'il sait qu'il est dans une position de fragilité. Il n'a jamais été aussi fragile parce que d'un moment ou à un autre, il a compris que s'il tape trop sur le pouvoir, mais le pouvoir a tout le loisir de demander à la justice d'enquêter sur ce que dénonce l'esprit UPADES. Et donc, du coup, il fait un rétropédalage, mais de toute manière, il est resté maladroit pendant tout l'exercice à la tête de l'UPADES. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau à l'UPADES aujourd'hui? Il n'a rien apporté. Au contraire, il veut rester à la tête de l'UPADES parce que c'est devenu pour lui un véritable business. Pascal Tassimabiala n'a pas arrêté de flatter le pouvoir pendant son premier mandat, c'est lui qui dit, Sassou, c'est lui qui a fait le maillage territorial du Congo. Regardez les routes du Congo. Ce maillage, il a vu ça où? Il a été le premier à critiquer l'état de santé de Pascal Elisouba, venant devant tout le monde en disant que je suis allé en France, j'ai rencontré le président fondateur, il a perdu la mémoire, ce qui est faux. Pascal Tatimabiala n'est jamais venu en France et il est allé rencontrer le président fondateur. Si c'est vrai, il allait montrer les photos. Il n'a aucune photo, aucune vidéo là-dessus. Donc, vous Alors, voyez, donc c'est quelqu'un. vous disiez que finalement, Pascal Sassima Biala aujourd'hui est tenu par le pouvoir à cause probablement
de son inconduite, parce que là, vous parlez, on peut qualifier cela comme des crimes, hein. De toute façon, lorsqu'on fait faux usage de faux, c'est un crime, hein, et c'est passible de poursuite judiciaire. Il y a également la gestion je crois, de l'argent de la vente, c'est ça, non, du siège de l'UPADES qui n'a jamais été justifié. Après, il y a d'autres abus et conscient de tout cela, et probablement que le PCT lui rappelle tout le temps, attention, si tu fais ça, tu vois, comme disait Sassou Nguesso lui-même. Bango moko na moko na moko na koki kotel msabo na lobi yo ozalaka boy osalaka boy ojibakawa. Je vous connais tous. Je peux vous citer tous là. Toi, tu as volé là, toi, tu as fait ceci. Aujourd'hui, Pascal Sassimabiala est tombé dans ce piège. Apparemment, c'est ça. Mais sinon, pourquoi il refuse de quitter la tête du parti? Pourquoi il gesticule? Moi, tout ce que j'ai demandé à M. Arsène Séverin, en tant que journaliste d'investigation, je ne vous apprends rien, M. Perrin, c'est votre boulot, pas le mien. Vous recevez quelqu'un, il fait une interview, on publie l'interview, quitte à dire que l'intéressé n'est plus d'accord. Moi, je pense que si M. Arsène Séverin veut sauver sa crédibilité, il n'a pas le choix que de publier cette interview parce que cette interview a été réalisée avec les fonds publics. Hein, parce que Tatsima Biala, premier secrétaire sortant de l'UPADES, est payé par les fonds publics. Donc, il faut que les Congolais sachent ce qui se passe dans leur pays. Notre pays va mal, les hommes et les femmes politiques se comportent comme des vulgaires voyous. Eh bien, il faut montrer le rôle du journaliste, ce n'est pas de pratiquer l'autocensure. Oui, ce Si, n'est pas de si pratiquer vous, les l'autocensure. journalistes, En fait, l'idéal serait que Arsène Séverin balance évidemment cette émission, quitte à dire, ben, il n'est pas d'accord, il mais est tant mieux. obligé de balancer Bon, cela. Il est obligé de publier. Il ne peut pas pratiquer l'autocensure. Nous sommes contre l'autocensure. Ça, c'est très, très, très important. Et Pascal Tatimabiala doit avoir le courage d'assumer ce qu'il a dit, ce qu'il a ce déclaré. qu'il a dit. Vous savez, il est quand même parti de chez lui. Il a préparé cette émission-là en toute conscience. Donc, il ne peut pas dire qu'aujourd'hui, non, il ne veut plus qu'on puisse savoir ce qu'il a dit. Il assume ses propos. Nous, au CRC, on prend parfois des positions très dures. On parle de révolution. On demande aux Congolais de se révolter contre le pouvoir et on en donne les arguments. Et si quelqu'un du pouvoir n'est pas content, nous sommes ouverts au débat. Ça, il n'y a Oui, pas de mais sujet. on peut aussi penser que Arsène Séverin a peut-être d'autres raisons. Bon, ça, il faut le concéder aussi, hein, en tant que journaliste, évidemment. C'est quand même un journaliste chevronné. Je sais qu'il doit avoir d'autres raisons pour lesquelles il a dû, peut-être pour ne pas aussi trop vexer, on ne sait pas ce qui a été dit. Mais bref, on peut toutefois réfléchir autour. Mais alors, une autre question. Est-ce que Pascal Sassima Biala a interdit finalement la diffusion de cette émission? N'est-ce pas parce qu'il a peut-être aussi craint les représailles du côté du Parti congolais du travail? On a vu comment la sortie de Kinumbi Kiambungu, comment il a été pris à partie par le PCT. Est-ce que Pascal Sassimabiala n'a pas évidemment craint cette réaction du Parti congolais du travail? Vous savez, nous sommes lucides dans ce qui se passe au Congo, hein. Et puis, au niveau du CRC, nous sommes une grande aide pour tous ces hommes politiques égarés, pour ces populations qui veulent comprendre. Et nous l'avons souvent dit aux Congolais, on ne négocie pas avec la dictature et on ne travaille pas pour la dictature. J'ai suivi la réaction d'un membre du PCT. Vous savez ce qu'il a fait, monsieur Perrin? Écoutez-le. Il rappelle que M. Kenimo Kambungu est comptable de la faillite de la BCC, la De la Banque BCC. commerciale congolaise. Donc un Mais qu'est-ce que... criminel, Pardon? un criminel qui a trouvé refuge dans, Exactement. Donc, dans la M. majorité Kenimo présidentielle. Kambungu Oui. a beaucoup travaillé au Congo, il travaille depuis longtemps, mais pourquoi il vient mettre le focus sur son passage à la BCC et le fait qu'il a contribué à la faillite de la BCC? C'est une manière de dire, nous avons un dossier sur vous. Si vous nous emmerdez, vous nous enquiquinez, on va vous tomber dessus. Comme ils sont tombés dessus sur tous les gens qu'ils ont mis en prison. C'est-à-dire que nous, on a toujours dit zéro négociation avec le pouvoir en place, dans le sens où ils ont des dossiers avec vous, et le jour où vous souhaitez leur tourner le dos, ils vous tombent dessus. Et Pascal Tatimabiala se retrouve dans la même situation. Mais le camarade Pascal Tatimabiala se souviendra et les autres camarades se souviendront de ce que j'ai dit
au camarade Pascal Sassou-Nguesso, lorsque nous travaillions encore ensemble, aucune compromission avec le PCT et aucun acte de corruption avec le PCT. J'ai dénoncé M. Perrin, le camarade Pascal Sassou-Nguesso le sait. On s'est vu à Paris, sur la place de Paris, et je le lui ai dit, il faut rejeter le décret de nomination du chef de l'opposition. Le chef de l'opposition l'est par ses compétences, par sa pensée, par ses propositions, par sa capacité à s'opposer intellectuellement au pouvoir, par ses contre-propositions fortes. Mais si vous vous contentez d'un décret de nomination avec toutes les titulatures et l'argent qui va avec, vous allez voir ce qu'il va se passer. Vous allez vous enfermer et vous allez entraîner l'UPADES dans votre chute. Mais attention, nous ne vous laisserons pas emporter le parti dans votre chute. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il chutera seul et le parti survivra. Parce que le parti, ce n'est pas lui qui l'a créé. Ce n'est pas son parti. Il n'en est que le premier secrétaire sortant et nous ne le laisserons pas faire. Et donc, on peut penser que Kinyumbi Kiambungu comme Pascal Sassibabiala sont dans une situation, une position, j'allais dire, ils sont une dans l'œil du posture cyclone. de Et compromission. C'est la compromission, finalement. Mais c'est comme Edever Mourani, c'est ça? Edever Mourani, oui. Oui, mais reprenez. La dictature a un système. C'est un cycle. Il prend les mêmes méthodes et il recommence. Regardez même avec les membres du PCT. Comment on appelle Okombi Salissa? Oui. Okombi Salissa s'est dit, deuxième mandat, Sassou n'est plus candidat, et puis de toute façon, ce sont des méthodes que je ne supporte plus, je change de casquette, Okombi Salissa n'a pas pris les armes contre le pouvoir. Mais juste qu'il a essayé de rétablir la vérité, tout de suite, on lui est tombé dessus. Et d'ailleurs, regardez la vidéo, le discours d'Okombi Salissa à Paris. Il dit quoi? Il commence par féliciter Pascal Lissouba en expliquant qu'il n'avait rien fait et que tout a été monté de toutes pièces. Quand même, Okombi Salissa le dit et Edever Mourani le dit. Ce ne sont pas des vulgaires habitants de Bakongo ou de Bétou. Ce sont quand même des grands responsables au sein du PCT qui vous disent que nous avons tout monté de toutes pièces pour faire partir Lissouba. Et Okombi Salissa dit que nous étions même étonnés de constater que Lissouba perd le pouvoir et il ne prend même pas un pistolet. Le mot pistolet est dit par Okombi Salissa. Il ne prend même pas un pistolet pour essayer de reconquérir le pouvoir. Cet homme est véritablement un homme de paix. Les propos sont d'Okombi Salissa, son discours sur la place de Paris. Donc, nous, les héritiers de Lissouba, eh ben, nous sommes toujours dans une dynamique de paix, mais on ne laissera personne croire que les Congolais sont là pour se faire maltraiter et que l'UPADES est là comme la propriété d'une seule personne. Ça, c'est très faux. Alors, Didier Mounivoul, on va revenir sur votre casquette de porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, pour aborder évidemment le volet socio-économique. Alors, l'analyse que vous faites de la situation actuelle au Congo-Brazzaville, notamment la crise, j'allais dire, aiguë, grave, les fonctionnaires qui réclament 76 mois d'arriéré de salaire, plus de 40 mois de pension, voilà, d'arriéré de pension, les bourses, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les étudiants ne sont plus payés, ils n'ont plus jamais perçu leur bourse, alors que le gouvernement décaissait 9 milliards chaque année, et si on peut remonter le temps sur 10 ans, c'est quand même près de 60 milliards dilapidés comme ça. Et on a vu également, dernièrement, ce qu'on nous a présenté sur l'état d'un des campus universitaires, Mariam Gwabi. Je vais vous proposer d'ailleurs de suivre cette image, cette vidéo, et on revient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer ici même les conditions de vie des étudiants au sein de ce campus-là. Nous allons continuer à visiter au fur et à mesure, toujours avec l'image de la cour. Voilà. Ça aussi, ce sont des petits commerces pour les étudiants ici.
Vous voyez du pain, il y a ces patachus, ces dîners. Ça aussi, c'est pour un bonjour. Il y a un restaurant ici. Il est étudiant, ici au campus. Voilà, je regarde. C'est un restaurant, mais ça sent bon ici, hein. C'est un restaurant, c'est un étudiant. Il est lui-même là, c'est un homme fort, hein. C'est un homme fort. Il a ouvert un restaurant au sein du campus. Ça marche quand même. Ce sont les étudiants qui viennent acheter. Et là, c'est quoi déjà là où on peut parler? Je crois que c'est du saka, ça. C'est du saka. Le riz. Voilà. Ça, c'est les haricots. Ici, le riz. Et ça, c'est du saka. Alors, Didier Mouni-Volo, la jeunesse, comme qui dirait, c'est l'avenir d'un pays. Et là, les étudiants, c'est l'élite. Et c'est l'élite qui fait la nation. Voilà dans quel état se retrouvent les étudiants congolais. Comment ils vivent. Et on parle là d'un campus universitaire. On n'est pas dans un quartier, dans un bas-fond quelque part. On est dans un campus universitaire. Mais vous savez, n'importe quel commun de mortel, en regardant ces images du campus de l'université Mariangwabi, moi je suis un pur produit de l'université Mariangwabi. J'étais à la faculté des lettres et des sciences humaines où j'ai passé 4 années avant d'aller étudier à l'étranger. La particularité de notre université, c'est que c'est une université qui a toujours très bien formé les étudiants. Nous avons toujours eu une formation de grande qualité et aujourd'hui, de voir la situation des étudiants congolais, c'est vraiment triste. Nous l'avons dit, on a besoin de 3 milliards pour payer les bourses. On décaisse 9 milliards, mais malgré tout, les bourses ne sont pas payées. Mais vous avez parlé de la question de la jeunesse. Pascal Lissouba avait coutume de dire, si on veut tuer son peuple, eh bien, il faut s'attaquer à la jeunesse. Mais il récitait même les philosophes de l'Antiquité. La question de la jeunesse est une question essentielle dans notre pays. Si on veut tuer une civilisation, on s'attaque à la jeunesse. Alors, vous me demandez quelle analyse. Mais l'analyse est claire, M. Perrin. Combien de fois sur votre chaîne j'ai rappelé que... Vous savez, quand au début je rappelais que Sassou déteste les Congolais, les gens pensaient que je plaisantais. Non, je vous le dis très sincèrement, nous avons un vrai problème psychologique avec le pouvoir de Sassou. C'est que ce pouvoir déteste. On n'a jamais vu dans l'histoire politique au monde un pouvoir qui déteste autant sa population. Un pouvoir qui a l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque. Un pouvoir, vous l'avez dit, plus de 150 000 milliards de francs CFA, même si les gens volent 50 000 milliards, il resterait 100 000 milliards. 100 000 milliards et on pouvait faire évidemment du Congo un petit Qatar. C'est ça la vérité. Il n'y a pas 36 000 analyses, c'est la haine. La haine. C'est un pouvoir qui n'a pas d'amour. J'étais choqué en écoutant certains de nos amis du CRC, notamment ceux qui sont très compétents sur le domaine économique et financier, nous dire que l'usine de Dangote a coûté moins de 300 millions de francs CFA. L'usine, la cimenterie de Dangote, ça ne fait même pas 300 millions de francs CFA. Donc, vous imaginez qu'avec 6 milliards qu'on prend en plus des 3 milliards des étudiants, avec ces 6 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire? Combien coûte une bonne société qui produit de l'électricité? Moi, c'est ce que je demande à nos ingénieurs, à nos économistes. Mais soyez, aidez les Congolais. Montrez que vous êtes amoureux de votre peuple. Oui. Combien coûtent les scanners, par exemple, les plateaux techniques dans les hôpitaux? Combien ça coûte? Combien ça coûte? C'est ça le vrai débat, M. Perrin. Au lieu, vous savez, je répète souvent, cela m'est revenu. On était tous élèves au Congo et étudiants. On était amoureux de la philosophie de Karl Marx. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. La 11e thèse de Karl Marx sur Feuerbach, il dit, de l'Antiquité jusqu'à nos jours,
Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de le transformer. La praxis, la transformation. Mais entre autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut qu'on nous dise combien coûte un plateau technique. Si un plateau technique coûte, allez, je vais dire 20 000 euros. Monsieur Perrin, vous avez vu Denis Sassou Nguesso à Notre-Dame de Paris? J'ai vu Il les fait un peu, images. Oui. voilà, il fait un peu froid à Paris, donc il faut mettre un manteau. Vous savez, le manteau de Sassou a coûté combien? 65 000 euros. Les Français étaient choqués. C'est dans la presse française. Le manteau de Sassou, 65 000 euros. Et Combien c'est coûte ce un même scanner? gouvernement qui va demander l'aide du Fonds monétaire international. Non, 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 non. C'est le même gouvernement où Koliné Makosso, Premier ministre, vous dit les causes exogènes de notre misère. Il se moque de qui? C'est Koliné Makosso. Il se moque de qui? Le manteau de son président, manteau, 65 000 euros. Costume, c'est sûr qu'on a autour de 10 000 euros. Donc, ça souvient à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame, il a plus de 100 000 euros Non, mais vous avez d'habillement oublié sur une son corps. chose, c'est qu'il faut aussi noter que les vols de Dreamliner qu'il prend, c'est 1 milliard par vol. Donc, aller 1 milliard, retour 1 milliard, 2 milliards pour rien que l'aller et le retour. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est quand même curieux que aujourd'hui on nous demande de, 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 de de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais la seule solution, nous, au CRC, on est toujours clair, hein, c'est que Sassou doit quitter le pouvoir. Point. Cherchez toutes les analyses que vous voulez. La première analyse, c'est que il faut que Sassou et le PCT quittent le pouvoir pour que des vraies femmes, des vrais hommes amoureux de leur pays puissent être là au service de la population. Nous n'avons aucune politique de protection de l'enfance. Actuellement, on doit avoir des jeunes élèves de Pointe-Noire enfermés dans la gendarmerie au motif qu'ils auraient fait je ne sais quoi, mais ce sont des mineurs. Et on Les exige élèves sont... 35 000 francs CFA aux parents comme rançon, en fait. On peut appeler ça une rançon Mais pour c'est les du libérer. gangstérisme. C'est-à-dire que la gendarmerie à Pointe-Noire vient de kidnapper des enfants et on exige une rançon. Et en quoi cette gendarmerie est différente à ce qui se passe en Haïti avec des gangs de Haïti? Au nom de quoi notre police est différente? Tout le monde a applaudi le fils Obami Itou qui est arrivé à la tête de la police. Mais jamais la police n'a tué autant que ça à Brazzaville depuis qu'il est là aussi. Moi, je vois même des femmes au Mboshi qui pleurent en lingala en disant mais papa biso tozana bokonti mais bazako boma biso boye. Et ça revient à ce qu'on disait au début de l'émission. Peut-être que nos parents Mboshi sont les premières victimes. Regardez comment la police assassine au nord de Brazzaville. Alors, si notre jeunesse est jetée en pâture, mais vous comprenez mieux, hein, là, je fais un grand saut, M. Perrin. Vous comprenez mieux pourquoi la famille présidentielle principalement, les hommes épousent les femmes étrangères, les femmes épousent des hommes étrangers. Attention, sur le plan de l'analyse sociologique, c'est pas rien. On Si veut vous pouvez donner être un des peu terres beaucoup aux plus... étrangers. Oui, mais si vous pouvez être un peu beaucoup plus explicite, c'est quoi concrètement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la famille de Sassou déteste les Congolais. Et donc, ils veulent un grand remplacement démographique, c'est-à-dire remplacer les Congolais par des populations venues d'ailleurs. Et comme les étrangers ne pourront pas leur discuter le pouvoir, ils seront les seuls légitimes à garder les pouvoirs comme étant les seuls autochtones. Et c'est pour cela que nos entreprises sont gérées par les étrangers. Ces étrangers-là ne vont pas discuter l'argent avec Christelle Sassou Nguesso ou Claudia. C'est la famille Sassou qui a vidé nos comptes publics. Leurs filles vont épouser des étrangers, leurs garçons vont épouser des étrangères. Et comme ça, ils seront les seuls légitimes. Et entre-temps, on aura vendu nos terres aux étrangers, eh bien, on va chasser tous les Congolais. Et c'est pour En cela sorte, que, vous êtes en train de dire qu'on est là dans un processus où sinon le régime de Sassou Nguesso est là dans le processus du grand remplacement, c'est ça? ah, ben, le régime de Sassou est en train de déclencher un processus de grand remplacement démographique au Congo. Moi, j'aimerais que les journalistes aillent filmer les zones bombardées dans le Poul où les populations ne sont pas revenues. Est-ce que ces zones-là ont été récupérées par la forêt parce que la nature reprend ses droits ou bien qu'on a d'autres populations qui, sur le plan anthropologique,
sur le plan morphologique, ne ressemble pas aux Congolais. Nous avons, Et je nous sais de avons- quoi je parle. oui, nous avons reçu des rapports qui font état de l'installation progressive, évidemment, des Rwandais dans ces départements. Il y a une ONG qui travaille là-dessus, et d'ailleurs, le rapport sera rendu public bientôt là. Et donc là, vous dites qu'on a vidé ces départements expressement pour remplacer d'autres personnes. Et c'est ce à quoi nous allons probablement assister bientôt, puisque Denis Sassou Nguesso lui-même a donné l'aval aux Rwandais de s'installer, disons aux hommes de Kagame, parce que lorsqu'on dit Rwandais, après, on nous accuse d'être xénophobes. Je parle de ces accords avec Paul Kagame. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 solutions. Au grand mot, les grands remèdes. La solution, c'est mettre fin au pouvoir tyrannique, au gangstérisme de Denis Sassou Nguesso. Si vous voulez, vous ne pourriez pas. J'ai vu les gens applaudir quand Colline Makosso arrive à la primature, quand Obami Fils arrive à la police. Je vois, j'ai dit, je suis désolé, le poisson pourrit par la tête. Point. Donc, tant que la tête est pourrie, tant que vous, même si vous avez encore une partie de la chair qui reste, mais ça finira par pourrir puisque vous voulez régler les problèmes du Congo, c'est le problème de la présidence de la République. Et qu'une fois ça sous parti, comme je disais tout à l'heure, on met en place des institutions qui s'équilibrent entre elles dans la gestion du Congo. Mais tant que ce monsieur restera là, il restera le problème number one. Et que trouver une solution au problème du Congo, que ce soit l'éducation nationale, la santé, l'industrie, la recherche, le commerce, les banques, ça suppose trouver la solution, comment se débarrasser de Sassou et de son pouvoir. Tant qu'il sera là, rien. Mais ça fait combien d'années qu'on en parle? Ça fait Sassou est revenu au pouvoir, ça fait plus de 20 ans. En 20 ans, 7 ans les déjà, choses oui. vont de mal en pis. Nous sommes le seul pays au monde qui va en s'appauvrissant. Même ce qu'il a trouvé qui semblait marcher encore, ça ne marche pas. Et tout ce qu'il essaye de mettre en place, ce sont des artifices. Je vous donne un vrai exemple d'artifice. On a dépensé 147 milliards de francs CFA, si je ne me trompe, non, 174 milliards de francs CFA pour construire 2 tours jumelles. Monsieur Perrin, donnez-moi un écriteau sur les tours jumelles. Les tours, quand on construit les tours, même en Occident, les tours ont une griffe totale. Trump, Oui. Qatar Airways ou Airlines. Regardez toutes les tours. Nous sommes la seule tour. Nos tours jumelles sont des tours vierges. Il n'y a rien. Aucun panneau signalétique qui vous laisse identifier de quoi il s'agit. Ça veut dire quoi? Parce que c'est des coquilles vides. Mais comment on a pu dépenser 174 milliards de francs CFA pour une coquille vide? Ça veut dire que le président. Probablement qu'on a construit là des tours de Sassou Nguesso. Pourquoi pas ça doit l'appartenir? Ça doit être privé, mais on a utilisé voilà, l'argent public. En fait, ce monsieur a un problème. Si vous convoquez Sigmund Freud, il essaie de montrer sa virilité et donc il a un problème phallique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas fini de régler ses conflits édupiens. Et donc, il fait des choses pour, autour de son narcissisme. Mais dedans, il n'y a rien. On pourrait utiliser ces 174 milliards de francs CFA dans le développement industriel, dans le développement agricole, et les firmes agricoles, industrielles, les entreprises, eh ben, auront besoin des bureaux. Eh ben, on va construire des tours pour leurs bureaux. Or, Oui, mais là, là on a encore, construit des tours. pardon, là vous parlez de 174 milliards pour les 2 tours. Il faut aussi rappeler qu'on a décaissé 193 milliards de francs CFA pour, évidemment, en fait, construire des forages. C'était, je crois, le programme Eau pour tous. Et lui-même est revenu là-dessus dans son discours à la nation pour dire que finalement, on avait construit seulement 2800 forages, mais tout est parti en fumée, plus rien ne marche. Alors, donc, sur les 4000 forages qui étaient prévus, on avait construit 2800 qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Mais il y a encore 2000 restants qu'on n'avait jamais construits alors que l'argent avait été décaissé. Donc, on a dépensé 193 milliards qui sont allés comme ça, en fumée. Avec ce Personne n'est pouvoir-là, responsable. Personne n'est responsable. monsieur, si, Stati Mabiala,
Pascal Ah oui, Sassoumabiala a voilà. dit qu'il en prend aussi la responsabilité. Non, mais Monsieur Perrin, sérieusement, vous pouvez multiplier les exemples. Dès 1997, quand Sassou revient au pouvoir, j'alerte et je dis, vous allez voir, même Satan aura pitié des Congolais. Mais quand je disais des Congolais, c'est de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Sibiti. Aujourd'hui, multipliez les exemples, vous avez le même résultat. Donc, quelle est la solution? Mais il n'y a qu'une seule solution, c'est dégager le pouvoir, la révolution du fleuve. On en revient. On en revient. Oui, mais C'est alors cette qu'il y a d'autres révolution qui du veulent fleuve qui aller, doit nettoyer toute cette saleté. alors qu'il y a d'autres qui veulent aller au dialogue et puis à la transition et probablement aux élections 2026. Et c'est par là que nous allons donc conclure par votre réponse. Alors, les élections de 2026, OK, mais pour élire qui? Les élections auraient un sens si on dit, un, Denis Sassou Nguesso n'est pas candidat, deux, le PCT ne présente pas de candidat. Mais si c'est pour que Denis Sassou Nguesso soit réélu, écoutez, pour moi, il n'y a même pas de débat. Quant aux négociations, mais quelles négociations? Une fois de plus, c'est négocier avec le dictateur pour les mêmes résultats. On est dans le domaine de l'imbécilité. Là, quand je dis imbécilité, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ou les gens, M. Perrin. L'imbécilité dans le sens psychanalytique du terme, dans le sens de la psychologie clinique. C'est-à-dire L'imbécile, refaire les mêmes choses pour prétendre c'est avoir avec un des imbécile que résultats vous allez différents. refaire les mêmes choses et il va continuer à le faire avec le même enthousiasme. Alors, soit ceux qui vont aller à ces négociations sont des imbéciles, dans le sens psychologique clinique du terme, soit ils ne sont pas imbéciles, ils n'iront pas. Mais une chose, regardez comment les manipulateurs fonctionnent tous ensemble. PCT est le premier secrétaire sortant de l'UPADES. Le camarade Pascal Sassima-Biala veut faire le congrès vers le mois de novembre 2025, 2025. Or, l'élection présidentielle, si nous tenons les dates, c'est mars 2026. mars 2026. De novembre 2025 à mars 2026, nous avons le congrès qui sera peut-être prolongé ou annulé. Et donc, il est en train de préparer la psychologie des UPADésiens et des Congolais pour qu'il n'y ait pas candidat en 2026 de l'UPADS. Mais vous savez pourquoi il n'y aura pas de candidat de l'UPADS en 2026? Dites-le nous. Mais parce qu'il n'y a pas de candidat illégal. Dans le dossier de candidature, vous devez mettre vos statuts. Vous devez mettre tout un panel de documents Donc, il n'y a administratifs pas de que candidat l'UPADES. légal qui peut représenter Donc, l'UPADES. l'UPADES n'aura pas de candidat légal. Comme ils l'ont déjà fait, ils ne sont pas à leur premier coup d'essai en 2009. L'UPADES n'a pas eu de candidat à l'élection présidentielle. La candidature de l'UPADES a été invalidée parce qu'une fois de plus, c'est la bande à Pascal Sassima-Biala qui ont saboté eux-mêmes la constitution du dossier de l'UPADES. Est-ce que ça veut Donc, aussi dire que ce que Pascal Sassima-Biala est en train de faire est en fait piloté par les laboratoires du PCT alors? il est un ancien membre du PCT, donc moi, rien ne m'étonne dans tout ça. C'est Yeto na Yeto. Vous connaissez la chanson. Hein, c'est Pio, 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 Yeto na Yeto. C'est entre eux, Satima Biala, le PCT, ce sont deux faces d'une même pièce. Donc moi, dans ces attitudes, plus rien ne m'étonne. Je vous dis, ça fait 10 ans que j'alerte sur ce comportement. Et donc, il pense être plus intelligent, plus malin que tout le monde. Mais c'est idiot. Et donc, il essaie de faire ça pour déjà préparer. Moi la première fois, quand on m'a dit qu'en 2009, en fait, notre dossier a été invalidé parce que le dossier n'était pas bien ficelé, j'ai posé la question au camarade Pascal Sassima-Biala. Comment un parti comme l'UPADES ne sait pas composer un dossier de candidature alors qu'on l'a déjà fait? On l'a déjà fait plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on appelle ça le sabotage. Donc, il sabote sciemment. Et là aussi, il est en train de manipuler. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut la révolution qu'on appelle pour le pouvoir de Sassou. Eh bien, au niveau de l'UPADES, à un moment donné, il faut que les militants se préparent aussi à cette révolution et prennent d'assaut le siège du parti. Sassou Biala ne peut pas se comporter en gangster et se comporter vis-à-vis du parti comme ça. Merci, diplômé des relations internationales, Didier Mouini-Volo. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Grand merci d'avoir été encore avec nous sur R7. Mais merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'informer les Congolais, d'apporter des éléments d'éclaircissement parce que, il faut le dire, notre pays est en danger et tout Congolais, toute Congolaise, nous sommes tous concernés pour que notre pays soit sauvé. En tout cas, merci une fois de plus.
Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Après avoir bien sûr partagé massivement cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce que nous nous sommes dit avec Didier Weni Ivolo dans le même temps. Vous savez que nous sommes presque à la fin de l'année et bientôt une nouvelle année. R7, vous prierez aussi de commencer à regarder comment soutenir votre média pour l'an 2025. Grand merci encore de continuer à nous faire confiance et rester toujours branché sur votre média libre et indépendant. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Oui, au revoir.